va pouvoir enchaîner, du coup. Bonjour Israël, Bonjour Dimitri, bonjour à tout le monde. comment Bonjour vas-tu? Israël. Écoute, je vais bien. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va Ça très va, ça bien. va. Génial, génial. Bah écoute, on se réjouit de te recevoir pour cette journée où tu vas encore nous encourager, attirer notre attention sur ce qu'on peut laisser sur les réseaux sociaux, sur ce qu'on appelle la e-réputation. Étant toi-même journaliste de formation, tu es bien adepte de tout ce qu'il faut faire avec fake news et toutes ces choses-là. On te laisse toute la place, Israël, et vraiment, on se réjouit de ça. Merci beaucoup. Merci surtout pour l'invitation. Et puis, je suis très content. Et c'est aussi ça l'avantage et la magie du numérique, c'est de pouvoir interconnecter les uns et les autres à travers le monde, de pouvoir nous faire rencontrer en ces temps de distanciation physique et sociale. Je pense que c'est toujours bien de pouvoir garder donc cette dynamique-là, de pouvoir nous mettre en lien et en relation. Il m'a été demandé de parler un peu de comment veiller à son image, à sa e-réputation sur les réseaux sociaux. Je vais intervenir en 4 ou 5 points principaux et puis après, éventuellement, s'il y a des questions, je pourrais les prendre. Premièrement, c'est pourquoi est-ce que c'est nécessaire d'avoir une image sur les réseaux sociaux. Ensuite, pourquoi les réseaux sociaux. Et après, quel objectif on veut atteindre avec l'image. Et puis, je vous donnerai une recette que j'appelle la POCI, POCI. Je vous dirai concrètement ce que c'est un peu vers la fin de mes propos liminaires. Donc, pour commencer, pour me représenter, donc, je suis Israël Guébo, j'ai été journaliste pendant quelques années. J'ai dirigé une agence de communication digitale à Abidjan qui s'appelait Ivoire. Et aujourd'hui, je suis à la tête de l'Institut africain des médias, qui est une école de journalisme et qui forme également à la communication. Et puis, à côté de ça, je fais beaucoup de formation, d'accompagnement, de coaching, à la fois pour les médias, mais aussi pour des entreprises ou pour des institutions sur leur positionnement, leur visibilité et la lisibilité de leurs messages sur les médias sociaux. Et puis, éventuellement, parfois, quand il y a des situations de crise, j'interviens aussi pour les aider. Tout ça pour dire que le sujet m'intéresse au plus haut point et c'est avec plaisir que j'ai accepté d'en parler. La première question que je voudrais poser, c'est est-ce nécessaire d'avoir une image sur les réseaux sociaux? Certains diraient a priori non, parce que moi, je connais beaucoup de personnes pour qui c'est même pas important d'être sur les réseaux sociaux. Ils ont une sorte de technophobie ou de webophobie qu'ils ont par rapport à tout ça, parce qu'ils trouvent que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup plus de mauvaises choses que de bonnes choses. Donc, pour ces personnes-là, a priori, non, ce n'est pas nécessaire d'abord d'avoir une image sur les réseaux sociaux. Ils préfèrent garder leur image pour eux-mêmes. Mais j'ai envie de dire que de fait, oui, parce que nous sommes dans un monde où si vous ne parlez pas en bien de vous sur les réseaux sociaux, ben, les autres le feront à votre place et pas toujours en bien. Parce que vous avez un ami qui a pris une photo de vous à un anniversaire, qui va le diffuser, parce que vous avez quelqu'un qui vous a filmé dans une fête ou dans une cérémonie, dans une posture pas forcément très bien, qui va le diffuser, parce que vous pouvez avoir de la communication sur votre personne, sur votre personnalité, sans votre avis et sans votre accord, parce que vous pouvez vous retrouver dans un stade de football où la caméra est sur vous et c'est diffusé en direct, parce que vous pouvez vous retrouver à une conférence où vous prenez la parole et cette parole-là est transportée sur le numérique. Donc, votre image peut se retrouver sur Internet sans que vous l'ayez vraiment voulu. À ce moment-là, il faut que lorsqu'on vous regarde, lorsqu'on vous identifie, que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens, il y ait à côté une information que vous-même vous avez produite qui, elle, est positive sur vous. Donc ça, je pense que de fait, c'est important que on ait une image, une belle image sur les réseaux sociaux et qu'on y soit. Après, c'est aussi que les médias sociaux, les réseaux sociaux sont un monde d'opportunités. Et aujourd'hui, le premier réflexe que les gens ont, c'est tout de suite, lorsque vous êtes à une cérémonie où vous rencontrez quelqu'un, il va vous, comme on le dit, googliser ou vous rechercher sur Google pour voir qui vous êtes, ce que vous avez fait, ainsi de suite. Donc, moi, en tant que chef d'entreprise, quand je fais des recrutements, c'est un réflexe aussi que j'ai. Alors, c'est un peu du voyeurisme, mais on va faire aussi des enquêtes pour voir si
ce que fait la personne. Donc, on va aller même jusqu'à sur ses réseaux sociaux, regarder ses photos, regarder le type de publication qu'elle a. Est-ce que c'est en cohérence avec ce qu'elle dit, ce qu'elle défend, quelles sont ses valeurs. Voilà. Donc, tout ça, on va aller regarder. Donc, pour ça, c'est important que moi, en tant que, par exemple, étudiant ou rechercheur d'emploi, j'ai une belle image sur les réseaux sociaux, que je sois présent d'abord sur les réseaux sociaux et que ce ne soit pas quelque chose de négatif. Après, pour tous ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, qui vendent un produit, un service ou quelque chose d'autre, les potentiels clients vont regarder qui est derrière l'entreprise ou qui est cette entreprise, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle se positionne, quel est son historique, qu'est-ce qu'elle a déjà fait. Le monsieur qui prétend me vendre, je ne sais pas, des tomates, est-ce qu'il a l'habitude d'en vendre? Est-ce qu'il a des clients? Quels sont les commentaires que les gens disent de lui? Est-ce que les commentaires sont positifs ou négatifs? Donc, il y a vraiment toute cette enquête-là qu'aujourd'hui, les internautes vont aller rechercher avant de faire confiance, a priori, à quelqu'un ou à une personnalité, une personne morale, une entreprise ou une institution. Donc ça, pour ces deux raisons, je dirais que oui, c'est nécessaire d'avoir une image sur les réseaux sociaux. Après, il ne faut pas non plus en faire de la surexposition. Il y en a pour qui ce n'est pas nécessaire d'être surexposé sur Internet. Une présence, j'ai envie de dire, standard suffirait. Avoir un compte LinkedIn ou un compte Twitter ou un compte Twitter, ça dépend des personnes. Certains préfèrent ne pas être sur Facebook et vont privilégier plutôt LinkedIn, qui est plutôt un réseau social entre les professionnels, un réseau social beaucoup plus d'opportunités. Certains vont se dire, bah, écoute, moi, je vais être aussi sur Twitter parce que là-bas, je vais être suivi par les médias, parce que là-bas, ceux qui font de la veille vont me retrouver. Donc, en fonction de ce qu'on veut, et ça, j'en parlerai tout à l'heure, de notre ambition, de notre vision, on va choisir un réseau social ou non, ou on va choisir plusieurs réseaux sociaux ou non. Il y en a pour qui leur thématique, leur ambition, leur mission ou leur travail les oblige à être partout sur les réseaux sociaux. Donc, eux, ils vont être vraiment dans une sorte de surexposition. Ils vont être sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn, sur TikTok, sur Instagram, ainsi de suite. Ils vont communiquer dessus parce qu'ils vendent une marque, parce qu'ils vendent un produit, parce qu'ils vendent l'image d'une institution, parce que cette institution a besoin d'aller avoir des abonnés, parce qu'elle a besoin que sa démarche, ses activités, ses actions soient rendues visibles à une grande échelle et lisibles par le grand nombre de personnes. Donc ça va également faire en sorte que ces personnes ou cette personnalité ou cette institution ait une sorte de surexposition. Donc ça, sur la question de la surexposition, c'est un choix. On peut décider d'être sobre sur les médias sociaux ou alors d'être vraiment en exposition. Et ça, on le voit surtout pendant les campagnes électorales, les campagnes avec les politiciens. On voit bien que le pic d'exposition sur les réseaux sociaux va grandissant. Donc, première question, est-ce nécessaire d'avoir une image sur les réseaux sociaux? Je dis oui, il faut y être. Maintenant, vous choisissez comment vous êtes. Alors, la deuxième question, c'est pourquoi les réseaux sociaux? Simplement parce que c'est là-bas désormais que se bâtit ou se déconstruit les réputations. Il n'y a pas une entreprise, il n'y a pas une institution, il n'y a pas une personnalité qui n'est pas sur les réseaux sociaux. Il n'y a personne qui n'est pas sur les réseaux sociaux parce que c'est là-bas désormais qu'on va essayer de toucher l'opinion publique. Ce n'est plus sur les 12 mètres carrés, les 4x3 dans les rues, ce n'est plus forcément sur les flyers qu'on distribue, ce n'est pas tellement sur les spots télévisuels et les spots radio, ce n'est plus vraiment dans des opérations outdoor sur le terrain, mais c'est de plus en plus sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et parce que les réseaux sociaux ont la force de la mobilité, mais également de l'interactivité, mais aussi du fait que le consommateur va aller ouvrir sur son téléphone pour avoir l'information. Donc, il ne va pas forcément attendre d'aller dans la rue avant d'avoir une information. Elle le trouve là où il est, sur son lit, à table, ainsi de suite. Donc, cette opportunité fait que on va aller chercher, on va aller vendre en griffe son image sur les réseaux sociaux parce que c'est là-bas que désormais les consommateurs sont, c'est là-bas que désormais nos cibles sont. Et parce que aussi, à la fois lorsqu'on s'expose, on est également à la merci de bad buzz, on est à la merci de commentaires désobligeants. Donc, on va y être. Donc, les réseaux sociaux sont aujourd'hui le terrain, le champ pour construire une vraie réputation et qui va impacter la vie réelle. Donc, ça, c'est la deuxième question que je voulais poser, sur laquelle j'allais étendre mes propos. La troisième question, c'est mais quel objectif je vais atteindre avec mon image? Et en fait, si vous voulez, c'est ça qui va déterminer l'ensemble des éléments.
C'est ce qui va déterminer que vous soyez sur tel ou tel média social, que vous décidez d'avoir une telle ou telle posture, que vous décidez de vous positionner d'une certaine façon ou d'une autre. Donc, cette question-là, elle est vraiment capitale et primordiale. Avant de parler même de comment veiller à votre image, vous devez vous demander, mais pourquoi je veux que mon image soit sur les réseaux sociaux? Un footballeur, pourquoi il veut que des résumés de ses matchs, des photos de lui à l'entraînement soient sur les réseaux sociaux? Pourquoi la vendeuse de tomates au marché voudrait que ses produits soient sur les réseaux sociaux, voudrait que son image soit sur les réseaux sociaux? Pourquoi le ministre veut être sur les réseaux sociaux? Pourquoi le mécanicien veut être sur les réseaux sociaux? Pourquoi l'enseignant veut que les cours qu'il donne soient également sur les réseaux sociaux? Pourquoi l'étudiant veut avoir une image sur les réseaux sociaux? Donc, il y a vraiment cette question-là qu'il faut se poser. Et ça, c'est une question à laquelle je ne vais pas répondre. Chacun en fonction de ses ambitions, chacun en fonction de ses occupations, chacun en fonction de son travail, chacun en fonction de ses activités, va se dire, ben, écoutez, moi, je vais être les réseaux sociaux par rapport à telle ou telle chose. Et en général, ben, c'est ça qui va faire que, comme je décide d'être sur les réseaux sociaux pour telle raison, je vais opter pour la surexposition ou pour une présence sobre. Et cette présence sobre-là va m'emmener désormais à voir en fait les différents canaux, les différentes démarches, les différentes stratégies que je vais mettre en place. Ça, c'était les 3 questions de base que je voulais qu'on se pose avant de commencer. Donc, est-ce nécessaire d'avoir une image sur les réseaux sociaux? Oui. Pourquoi les réseaux sociaux? Parce que c'est désormais là-bas qu'on construit, qu'on bâtit et qu'on touche le plus grand nombre. Et troisièmement, quel objectif vous voulez atteindre avec votre image sur les réseaux sociaux? C'est à vous de déterminer. Il y a une chose qui est importante et qui est vraiment capitale, c'est il ne faut pas oublier que même lorsqu'on parle d'image sur les réseaux sociaux, en réalité, tout commence dans la vraie vie. Bien entendu, au sens littéral du terme, hein, quand je prends une photo, c'est moi qui suis l'être vivant qui prend la photo et qui la diffuse sur les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, c'est aussi des consommateurs, bien qu'étant sur le virtuel, qui vont prendre ces informations-là et qui vivent dans le monde réel. Et ma communication, mon image sur les réseaux sociaux va avoir un impact positif ou négatif sur ma cible, sur les consommateurs de cette information-là. Donc, il ne faut jamais perdre de vue qu'en réalité, dans notre démarche de communication par rapport à notre image, on va impacter des gens qui sont faits de chair et de sang, de larmes aussi, de rire, de sentiments, de ressentiments. Et il faut en tenir compte. Et c'est pour cela que pour communiquer sur Internet, il faut bien connaître son public, il faut bien comprendre son public. Il faut connaître les habitudes de ses consommateurs pour savoir qu'est-ce qui peut aller dans ce sens, qu'est-ce qui ne peut pas aller dans ce sens, qu'est-ce que les consommateurs, qu'est-ce que les abonnés, qu'est-ce que les followers, comme si c'était les réseaux sociaux, aiment ou n'aiment pas, qu'est-ce qui peut les attirer vers nous, qu'est-ce qui peut faire que notre image sera appréciée ou dépréciée ou va faire fuir des personnes. Donc ça, ces questions-là, on doit se les poser en tenant compte du fait qu'on a affaire à des êtres humains. Voilà, ce n'est pas des robots qui vont nous lire, même si certains algorithmes vont faire réagir automatiquement des robots, mais c'est vraiment des hommes qui vont interagir et qui vont être influencés par ce qu'on propose. Et ça, c'est important de le dire et de le savoir. De nos jours, du constat que j'ai ici en Côte d'Ivoire, beaucoup de jeunes surtout vont sur les réseaux sociaux sans se poser ces questions-là, sans tenir compte du fait qu'il y a des êtres humains derrière, il y a des personnes que je peux laisser derrière, et c'est la boîte de Pandore qui est ouverte, et toutes sortes de dérives auxquelles on assiste vont de plus en plus grandissant. Les harcèlements, le cyberharcèlement, les fake news, ainsi de suite. Quand on ne se pose pas de questions de l'impact qu'une information, que notre image peut avoir sur les réseaux sociaux, on peut se permettre de tout balancer, de tout dire, y compris les mensonges, sans se dire qu'on va se coller une réputation de quelqu'un qui est totalement et tous les jours dans la désinformation ou dans les discours de haine. Ils ne se posent pas ces questions-là. Ils ne se disent même pas qu'on a affaire à d'autres personnes derrière l'écran. Donc, ils communiquent comme s'ils étaient tout seuls sur la toile, comme si, juste à ce que la justice les saisisse et qu'ils se rendent compte qu'en fait, mon image, au-delà de mon image,
ma vie même peut être impactée. Je peux me retrouver en prison ou à payer des amendes. Parce qu'il faut le savoir, pour ceux qui suivent un peu l'actualité en Côte d'Ivoire depuis quelques années, la loi sur la cybercriminalité et les contenus en ligne ont été de plus en plus, les lois ont été de plus en plus durcies et elles vont l'être encore dans les années à venir. Donc, ça, c'est le constat ici et que beaucoup de jeunes ne prennent pas en compte. Alors, quand on a dit tout ça, je vais répondre maintenant à la question comment veiller à son image sur les réseaux sociaux, à sa e-réputation. C'est la même chose, la e-réputation, c'est la réputation en ligne. Moi je fais le distinguo entre la visibilité, la visibilité et comment dire ça, et cette réputation qu'on a sur les réseaux sociaux. La visibilité, ben, c'est être visible. Hein. C'est comment est-ce que les gens nous voient, comment est-ce que nous on se fait voir, quel contenu on met, quelle image de nous on donne, comment est-ce qu'on se met en lumière, c'est la visibilité. Et puis derrière, on a la notoriété, qui est comment est-ce que les gens parlent de nous, que disent les gens de nous. Voilà, et donc entre les deux, il y a cette réputation-là qui est là, et comme elle est sur Internet, on va l'appeler la e-réputation. Donc, pour répondre à la question, j'ai proposé la recette POCI, P-O-C-I. P pour planifier, O pour organiser, C pour être cohérent et I pour innovant. Donc, P, planifier, O, organiser, C, cohérent et I, innovant. Lorsqu'on est sur les médias sociaux, lorsqu'on est sur Internet, sur les réseaux sociaux, il faut être dans la planification. Je vois beaucoup de personnes qui vont publier au gré de leurs humeurs, c'est-à-dire se réveille le matin, il a vu la pluie tomber, il va faire une photo, il va la publier. Parfois, quand il n'y a pas de planification, notamment sur l'heure, sur le temps, c'est un peu comme un coup d'épée dans l'eau. Tout ça doit être planifié. Et pour être dans la planification, il faut comprendre et connaître les différents réseaux sociaux. Il faut savoir comment fonctionnent les abonnés sur Facebook. D'abord, à quoi sert Facebook? Est-ce qu'on décide d'être sur une page ou sur un profil? La différence entre une page et un profil, je sais que tout le monde le sait, mais bon, petit rappel quand même. Un profil, c'est un espace où on a des amis. Donc, on a un certain nombre d'amis, c'est limité à 5000 amis, où on peut avoir un chat, ce qu'on appelle Messenger, où on peut identifier. Donc, on est vraiment dans un cercle d'amitié. Et en général, ce sont des personnes physiques qui vont utiliser le profil. Et pour la page, bien entendu, c'est cet espace-là, on va dire un griffe professionnel qui va être destiné aux personnalités, aux personnes publiques, aux institutions, aux associations, aux marques, aux produits, aux services. Pourquoi? Parce que simplement, ces espaces-là ont la capacité d'avoir un nombre illimité d'abonnés. Il peut avoir une sorte de multi-utilisateurs, parce que si la personnalité n'est pas disponible, ben, il faut qu'il y ait une équipe derrière pour gérer, ainsi de suite, avec des statistiques. Donc ça, c'est important. Donc, dans mon optique de planification, je vais choisir en fait sur Facebook notamment, quelle est la meilleure approche. Ou alors est-ce que je décide de créer un groupe, ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment important. Si on ne planifie pas ça, on va créer un profil alors que on va créer un profil pour notre association, notre club, alors qu'en réalité, on avait besoin d'un groupe ou d'une page. Planification également dans le contenu. Et ça, moi, j'encourage beaucoup les personnes, les individus qui ont une page, à avoir ce qu'on appelle du calendrier éditorial. C'est-à-dire que il faut que vous ayez, dans un emploi du temps, indiqué que le lundi, je vais publier ça, le mardi, je vais publier ça, ainsi de suite. Bien entendu, en étant assez flexible et laissant la porte ouverte, si par exemple, il y a des événements inattendus, heureux ou malheureux qui interviennent, on peut modifier un peu ces calendriers. Mais il faut que de fait, on ait un calendrier éditorial et que ce calendrier-là soit en adéquation, en cohérence, en harmonie avec notre activité, avec nos objectifs. Je ne peux pas être, être un joueur de football et puis être continuellement, je ne sais pas, en train de faire de la publication sur le basketball, même si c'est aussi mon hobby. Voilà, si tant que je voudrais que des annonceurs ou des agents me repèrent ou des clubs me repèrent, je vais plutôt mettre en avant mes talents plutôt que de parler de mon club préféré de basketball. Donc, il faut également que notre planification soit en adéquation avec nos activités, donc ce que nous faisons, et qu'elle soit planifiée également en adéquation avec ce que nous voulons présenter. Donc ça, c'était sur le premier élément qui est le P, planifier.
Deuxièmement, c'est organiser. Alors, je vais prendre légèrement contre-pied ce que je disais tout à l'heure. Il faut planifier, publier. Mais on n'est pas obligé de publier tous les jours. Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps, quand on est organisé, de se dire, OK, je publie aujourd'hui, mais je vais prendre également du temps pour produire du contenu. Voilà. Dans cette optique-là, vous verrez que certains ne publient pas du lundi au dimanche. Ils publient lundi, mercredi, vendredi, ou lundi, jeudi, samedi, ainsi de suite. Mais ils prennent également des jours pour produire du contenu, pour écrire, pour faire des photos, pour tourner des vidéos, pour les mettre en boîte, pour les valider, pour faire des visuels. Et ça demande vraiment du travail d'organisation. Mais également, il faut prendre du temps pour faire de la veille sur soi, sur les sujets qui nous concernent, sur les concurrents, sur les partenaires, parce que également de cette veille-là peut venir des idées pour créer du contenu. Donc, ne soyons pas toujours en train de publier. Levons la tête pour regarder également ce qui se fait ailleurs, ce qui se dit dans l'actualité. En lisant un livre, ça peut être une citation, ça peut être un auteur qui nous a intéressés, qu'on veut partager avec nos abonnés, ainsi de suite. Donc, au-delà de la publication, il y a également de la planification, il y a aussi de l'organisation qu'il faut faire dans sa façon de gérer son image. Ensuite, le troisième élément, c'est le contenu. C'est le contenu. Il doit être cohérent. Donc, c'est le cohérent. Ce que j'appelle la cohérence, ça veut dire que il faut que les journalistes l'appellent une ligne éditoriale. Il faut qu'on ait une ligne éditoriale. Il faut qu'on nous identifie sur une thématique. Il faut qu'on nous identifie sur, comment dire ça, sur des thèmes bien précis. Il ne faut pas qu'on soit partout à la fois. Il ne faut pas qu'on soit ici, là et nulle part non plus. Il faut que nos abonnés et ceux qui nous suivent puissent, lorsqu'ils finissent de nous lire, lorsqu'ils sont avec nous chaque jour, ils sachent que sur cette thématique-là, voici telle personne. Moi, personnellement, je suis trois thématiques principales. Je suis une quatrième thématique, les médias, la communication, le numérique, et puis maintenant, je rajoute à Bobo, qui est mon quartier de cœur et pour lequel je suis vraiment impliqué. Donc, en disant ces quatre thématiques, vous me verrez, mais très rarement sur le football, très rarement sur le football. Vous me verrez très rarement sur les débats politiques d'un parti contre un autre. Je peux en faire. Quand j'étais à la télévision, je pense que j'avais des avis là-dessus. Donc, vous avez ces quatre thématiques-là. Donc, dès qu'il y a une actualité qui concerne le numérique, qui concerne les médias, qui concerne le journal, la communication et qui concerne ma commune à Bobo, vous la verrez, je réagis dessus, je produis du contenu. Je prends également du temps de préparer du contenu par rapport à ça, par rapport à mes projets que j'ai, par rapport à mon école de journalisme, par rapport à mes clients, ainsi de suite. Donc, je suis vraiment là-dessus. On doit avoir cette cohérence-là, cette ligne éditoriale dans nos diffusions, dans nos contenus. Une fois qu'on a ça, c'est bien parce que ça permet à ceux qui nous suivent de ne pas être dispersés et de venir eux-mêmes chercher de l'information sans que forcément ils aient une notification. Ça veut dire que quand il y aura un événement qui rentre dans votre ligne éditoriale, ils vont se dire, OK, je vais aller voir ce que telle personne a dit sur ses pages. Je vais aller voir ce qu'il a dit et je vais partager son contenu, je vais commenter son contenu. Donc, cette cohérence-là permet également de fidéliser vos abonnés, de fidéliser ceux qui vous suivent et puis de faire en sorte que votre image soit bien entretenue pour ceux qui… Voilà, ça permet de faire du contenu positif. Ça, c'est très, 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 très important. J'en parlerai totalement en fait de propos. Ça, c'est important. Et puis, le dernier élément que je voudrais indiquer, c'est innovant. Donc, on a dit P, planifié, O, organisé, C, cohérent, et puis I, innovant. Dans le contenu, c'est l'innovation qui va déterminer la qualité de votre image. Aujourd'hui, tout le monde publie la même chose. Le lundi matin, vous allez voir des citations, tout le monde a fait des citations, un visuel, citation, bon lundi chez vous. Tout le monde. Quelle est la plus-value de votre publication? Qu'est-ce qui fait de vous quelqu'un de particulier qui va faire que les autres vont venir chez vous, vont garder une très bonne image de vous? Mais ça se construit. Cette innovation-là, aujourd'hui,
il faut regarder, ça peut être dans le type de médias qu'on met en avant, ça peut être dans le type de contenu qu'on envoie, ça peut être également dans le choix des mots, ça peut être moi, je fais l'effort quand je publie du contenu dans le style d'écriture, d'être assez, voilà, d'attirer, d'accrocher, d'être à la fois très simple, mais également très accrochant. Dans le choix des photos, je fais très attention. Il n'y a aucune photo qu'on ne regarde pas une fois, deux fois ou trois fois pour voir s'il n'y a pas un petit détail derrière qui va faire fuir les internautes ou qui va susciter une polémique. Dans le choix des vidéos, je vais faire en sorte que les vidéos soient hyper courtes. Donc, on va être sur du 2 minutes 20 pour qu'elles soient à la fois diffusables sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter, sur LinkedIn aussi. On va regarder également dans les thématiques abordées, est-ce qu'elles sont innovantes parce que c'est les choses du moment? Est-ce que c'est ce qui intéresse les internautes? Donc, ça vaut vraiment de créer de l'innovation dans votre comment dire ça? Dans votre publication, dans votre contenu, et innovation également dans les activités que vous avez. Je l'ai dit tout à l'heure, on parle de la vraie vie pour arriver dans quelque chose de totalement virtuel. Ça veut dire que plutôt que d'être là tous les jours à saluer, à serrer des mains, d'être toujours au même endroit derrière son bureau, à faire une photo et à publier pour dire moi au bureau, moi à la maison, il faut regarder quel type de contenu innovant je peux mettre en œuvre afin que mon image soit nettement meilleure ou soit positive sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que si moi j'ai une entreprise, dans une entreprise, je vais mettre en avant les valeurs de l'entreprise, je vais mettre en avant les personnes de l'entreprise, ainsi de suite. Ça, c'est très, 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 très important. Innovation. Ce que je voulais dire en termes de conclusion, et puis on va nous rester une dizaine de minutes pour prendre des questions, c'est vraiment de faire attention à ce qu'on publie sur les réseaux sociaux. Il suffit d'un rien pour que notre positivité ou notre image positive, bascule dans le négatif. Et ça, c'est très, très, très compliqué. Lorsqu'on a une image négative, c'est très, très, très compliqué de la ramener à neutre et de la rendre positive. Vous savez, pour bâtir une réputation, ça peut prendre 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais il suffit d'un petit bad buzz pour déstabiliser, déconstruire tout ce que vous avez bâti pendant des années. Et c'est la raison pour laquelle la e-réputation, c'est un peu comme un animal de compagnie qu'on entretient tous les jours. Il faut le nourrir, il faut faire du toilettage, il faut se faire les vaccinations, il faut s'actualiser sur les nouvelles informations. Donc, il faut prendre soin de son image sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas se laisser dépasser et il faut faire très attention à ce qu'on publie. Moi, lorsque je publie par exemple un test, il est relu par au moins 3 personnes. Je l'écris, moi je le relis. Je le fais relire par mes collaborateurs, par un ou deux collaborateurs qui vont relire avant de les publier. Parce qu'une coquille, une faute, un mot de travers peut entacher la qualité de ce que vous écrivez et va faire perdre le fil à vos abonnés. C'est-à-dire que plutôt que de se concentrer sur le fond de ce que vous avez écrit, ils vont rester sur la forme et finalement, on perd le message et finalement, vous-même, on a vu dans plein de pays, les personnalités ou les institutions étatiques ou privées qui ont fait des posts avec des coquilles ou des erreurs, on a récupéré c'est devenu la raillerie. Et puis bon, plutôt, au lieu d'avoir un impact positif, la communication que vous voulez faire sur votre personne ou sur votre personnalité, finalement, devient une personnalité, devient une communication négative pour vous. Et ça va demander encore qu'on rentre dans la communication de crise, ça va demander beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus de moyens financiers, beaucoup plus de moyens humains afin de rattraper le tir. Voilà, je voulais en quelques 20, 22 minutes, 23 minutes vous présenter l'ensemble de la thématique et puis éventuellement, s'il y a des questions, je les prendrai pour y répondre un peu plus en précision. Merci beaucoup. Merci Israël en tout cas pour toutes ces informations riches. Je crois que nos auditeurs ont été édifiés avec ce pot-ci pour pouvoir faire attention lorsqu'on publie en effet sur les réseaux sociaux avec quel objectif, qu'est-ce que je veux faire passer comme message et qu'est-ce que je dois laisser aussi surtout derrière, hein, parce que c'est vrai que les gens googlisent ou comme on dit, ils screenent. Donc c'est vraiment super ce que tu nous dis là. Et pour ceux aujourd'hui qui recherchent un emploi, en effet, c'est le premier réflexe des chasseurs de tête ou des cabinets de recrutement. Donc c'est vraiment important
de suivre ces conseils. Et on a un peu de temps. Si vous souhaitez poser quelques questions, on peut prendre 1 ou 2 questions, 3. Et avant de passer au sujet suivant, on fera un petit tour à côté à Douala aussi pour saluer. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas hein, sur le fil. On voit les questions et je les affiche du coup, pour qu'Israël puisse y répondre. Christian, petit commentaire? Non, merci Israël. Un excellent topo pour bien donner les bonnes clés de la communication. Le POSI est possible, donc c'est sympathique. Donc, il va falloir que les uns les autres comprennent et utilisent la méthodologie que tu viens de donner. Je pense que ça peut être intéressant pour bon nombre qui n'ont pas l'habitude effectivement de communiquer, parce que c'est un art que de communiquer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui voudraient communiquer et qui, malheureusement, n'ont pas les codes de la communication. Et souvent, comme tu l'as cité, c'est juste, lorsque tu fais une publication, si par hasard l'orthographe n'est pas au rendez-vous et les règles grammaticales non plus, ça va laisser toujours une mauvaise impression. Et pour les personnes un peu trop perfectionnistes, ils vont s'attacher plutôt à ce qu'ils verront au niveau de cela, plutôt que de la qualité du fond qui aura été conçu. Donc, par rapport à tout ça, c'est vrai que l'écrit est toujours difficile. C'est la raison pour laquelle, de plus en plus d'ailleurs, on voit enfin, et c'est bien et j'aime bien, des communications sonores qui arrivent et pas que textuelles. Et je m'aperçois que, outre-Atlantique, mais pas que, hein, en Afrique aussi, il y a de plus en plus de personnes qui commencent à communiquer avec du podcast, avec de la vidéo. Bon, alors il faut regarder aussi les limites de l'épure en vidéo. Mais en podcast, ça peut être intéressant, et notamment pour laisser des avis, un peu comme on le trouve sur des sites de type, pour ne pas les nommer comme TripAdvisor ou autre, où effectivement chacun peut laisser effectivement ses commentaires. Je crois que là, il y a encore beaucoup de choses à faire et beaucoup d'usages en termes de communication sur tout ce qui est avis par rapport à ce que les uns et les autres font. Et je pense que les années qui viennent, on va avoir de plus en plus de bruit autour des commentaires, parce que je crois qu'on va avoir de plus en plus de commentaires sonores. Et ça risque d'être une sacrée cacophonie. Alors, on a une question de Marilyn Théophile qui dit quelles recommandations au niveau de l'utilisation d'une langue internationale pour communiquer SVP, Israël? Ben là, ça dépend de votre cible, ça dépend de votre, comme je disais dès le départ, de l'objectif pour lequel vous communiquez sur. Moi, aujourd'hui, ma cible est potentiellement francophone. Donc, je n'ai pas vraiment cette question-là. C'est vrai que dans un pays comme le Cameroun, où on peut avoir 2 langues, français et l'anglais, ça veut dire qu'il faut aussi, à un moment donné, communiquer à la fois en français et en anglais. Mais tout dépend de la cible. Si vous êtes, par exemple, Marley, dans une entreprise qui doit vendre des produits sur l'ensemble du territoire, forcément, vous allez opter pour une communication en français, en anglais et parfois même en langue locale. Et c'est pour ça que je rejoins ce que disait mon confrère tout à l'heure. Il faut aussi opter pour l'audiovisuel, parce que vous voyez, l'écriture, ce n'est pas toujours accessible à tout le monde. Par contre, en audio ou en vidéo, c'est des choses qui passent facilement, qu'on soit en français ou en anglais. Donc, ce que je peux recommander, c'est vraiment de regarder votre cible. Et puis, si jamais on se rend compte que notre cible, elle est vraiment à l'international, bien entendu, on va opter pour une communication à l'international. Mais si notre cible, elle est hyper locale ou sous-régionale et que la langue officielle, c'est le français, c'est l'anglais, c'est l'allemand, et ainsi de suite, on va se positionner par rapport à ça. Donc, la vraie question, c'est qui est ma cible et comment est-ce que je le fais. J'enchaîne dessus pour dire que j'ai laissé dans le chat un petit site qui est très utile, que moi j'utilise, ça s'appelle bonpatron.com, qui vous permet de corriger vos coquilles. Vous prenez le texte que vous avez écrit, vous le mettez dans Bon Patron, vous lancez correction, il vous sort les corrections avec les règles de grammaire et d'orthographe. Donc ça, c'est quand vous avez fait un peu de rélecture, ça vous permet aussi de pouvoir minimiser les règles. Pour l'instant, et ça, je ne dis pas la Marilyn, c'est en français, c'est qu'en français pour l'instant. Voilà. Alors, il y a Agnès Edoa qui dit « Je souhaite savoir quels sont les mécanismes que nous devons mettre en place pour avoir une bonne ligne éditoriale. »
C'est une très bonne question. Je pense que la ligne éditoriale, c'est un peu l'ADN de votre communication. C'est elle qui va déterminer. Je prends un exemple. Si mon journal, je sors du cas de la communication, je parle dans le journalisme. Si mon journal est un journal de femmes et de femmes rurales, ça veut dire que je vais choisir mes sujets qui vont graviter autour de la femme, mais de la femme rurale. Donc, ça peut être, par exemple, mettre en lumière des femmes qui sont dans le monde rural, qui sont bien connues. Ça peut être également des femmes qui ne sont pas forcément connues, mais qui font des choses qui impactent le monde rural. Ça peut être également des projets de l'étranger qui ont été faits dans le monde rural à l'attention des femmes. Donc, nos sujets vont être déterminés autour de la ligne éditoriale. Donc, pour répondre à la question, le premier mécanisme, c'est vraiment d'identifier qu'est-ce qu'on veut faire passer comme message, qu'est-ce qu'on veut que les gens retiennent de notre communication. Une fois qu'on a ça, quels sont les sujets de prédilection qu'on veut aborder de façon générale? Est-ce que si Agnès, je sais pas, je dis n'importe quoi, est dans le domaine de la coiffure et elle veut être plutôt présentée comme étant quelqu'un qui fait la promotion du naturel, quels sont les sujets qu'elle va mettre en avant? Est-ce que c'est les salons, elle va répertorier les salons de coiffure qui sont dans cet esprit-là, qu'elle va aller visiter, faire des photos et en faire la promotion? Est-ce qu'elle va mettre la promotion des produits pour le naturel? Est-ce qu'elle va identifier des personnes à l'extérieur de son pays qui sont dans ce domaine-là? Donc, la ligne éditoriale, une fois qu'elle est déterminée, on va choisir ensuite les sujets. Et une fois qu'on a déterminé les différents sujets, on va déterminer les activités qui vont nous permettre d'avoir du contenu pour alimenter les sujets et venir rester cohérent avec notre ligne éditoriale. Donc, c'est vraiment quelque chose en cascade. Vous pouvez prendre un papier pour le faire, pour dire, bon, voilà, ma ligne éditoriale, c'est ça, en une phrase. Ensuite, voici les axes que je vais aborder dans ma ligne éditoriale. Et pour chaque axe, voici le type d'activité que je peux avoir. Et pour chaque type d'activité que je peux avoir, voilà les canaux que je vais diffuser, sur lesquels je vais diffuser. Et pour chaque canal, voilà les jours et les heures que je vais faire. Donc, vous allez avoir comme ça une sorte d'arbre qui est très bien équilibré. Vous pouvez le faire également dans un tableau Excel, en mettant d'un côté les thématiques, d'un côté les axes et les activités, d'un côté les jours de diffusion, d'un côté les canaux de diffusion, et ça vous permettra d'avoir votre calendrier éditorial. Bah, super, il y a des belles contributions actuellement. C'est Rema qui confirme en disant voilà, c'est en lien avec le public, ces personas. Il y a comment elle s'appelle, Georges Njopon, qu'il faut remonter à son positionnement. Absolument. Je suis d'accord. Et il y a Patrice Lauvergnat qui répondait à une question qui était posée par Jean-Ange, qu'il fallait aller chercher loin à l'intérieur de soi pour découvrir ce qui est pertinent Absolument. pour les autres. Way to see success. Voilà, donc bon, en tout cas, merci Israël. Merci à toi, merci à tout le monde. Tu as bien voulu nous consacrer pour ces bons conseils qui sont d'actualité, comme Christian a su le dire. Il sera encore d'actualité demain, parce que veiller à sa e-réputation, c'est vraiment un sujet qui est important. Quand on voit que certains, quand ils sont nommés, on va leur chercher la petite phrase il y a 10 ans, il y a 5 ans, c'est compliqué. Donc, c'est important de toiletter tout ça et d'être conscient, en tout cas, de ce que l'on poste sur les réseaux sociaux. Alors, Christian, où est-il? Est-ce qu'il revient? Sinon, on va faire un tour à Douala. On va voir ce qui se passe. Tiens, hop.